Bonsoir à tous, rebonsoir. Bonsoir si vous nous rejoignez, bonsoir si vous ne vous avez pas quitté depuis le début de cette soirée, placé sous le signe du vote. Troisième dossier dans ce Mediapart Live, il s'agit des législatives espagnoles. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel, l'offre promotionnelle, l'offre exceptionnelle de Mediapart ce soir, c'est 3 mois d'abonnement pour 11 € avec jusqu'à minuit. Il vous reste encore un petit peu de temps, l'intégralité des articles, des archives, des enquêtes de Mediapart. N'oubliez pas, abonnez-vous, c'est très important pour nous, Mediapart. Seul le lecteur peut acheter Mediapart. Pas de subvention, pas de mécène. C'est le lecteur qui fait vivre Mediapart. Voilà pour le petit message. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Nous allons donc parler des législatives espagnoles. 6 mois après les précédentes, l'Espagne votait à nouveau aujourd'hui, vous le savez, pour élire un nouveau Parlement. Objectif du scrutin, voir une majorité se dégager pour former un nouveau gouvernement, ce qui n'avait pas été possible la dernière fois. Et cette soirée est placée sous le signe de la surprise, puisque le parti PSOE n'a pas aussi bien réussi que ce qu'on pensait en réalité. En plateau avec moi pour en parler, Edoui Plenel. Bonsoir Edoui. Vous êtes le directeur, le président. La surprise, oui, c'est Podemos, pardon, c'est pas PSOE. C'est que contrairement à ce qu'annonçaient les sondages, il ne semble pas que la liste Unidos Podemos soit deuxième devant le PSOE. Il semble qu'elle soit troisième, mais on va avoir tout ça très vite avec Ludovic Lamand, notre envoyé spécial à Madrid. Absolument. Et à vos côtés, Amélie Poinceau de Mediapart, spécialiste de la Grèce. Bonsoir Amélie. Et comme vous l'avez dit, on sera en duplex et on va partir tout de suite en duplex avec vous, Ludovic Lamand. Vous êtes à Madrid et vous pouvez peut-être déjà dans un premier temps nous parler des résultats provisoires. Et comme on l'a dit, il y a une surprise. Oui, bonsoir. Alors, pour l'instant, il va falloir rester très prudent parce que les résultats ne sont absolument pas définitifs. Mais disons qu'on en est à peu près à 75% des voix, des bulletins de vote qui ont été dépouillés. Et en gros, le paysage n'a pas vraiment changé par rapport aux élections de décembre. En tête arrive le Parti populaire, la droite, qui est au pouvoir et qui fait même beaucoup mieux qu'en décembre, visiblement, elle prendrait 10 à 12 sièges supplémentaires. Ensuite arrivent les socialistes du PSOE avec environ 89 sièges, c'est-à-dire 23% des voix. Et enfin, Podemos en troisième position, qui ferait un tout petit peu mieux qu'en décembre, malgré la coalition qu'il forme avec les communistes désormais. Et en quatrième position, c'est le nouveau parti de droite qui s'appelle Ciudadanos, le Podemos de droite, là, qui connaît une forte baisse. Visiblement, beaucoup des électeurs de Ciudadanos se sont reportés cette fois-ci sur le Parti populaire, ce qui explique en partie le bon résultat du Parti populaire. Quel le sens politique, Edoui Plenel, on peut donner à ces ces résultats provisoires que vient de nous indiquer Ludovic Lamand? Je pense qu'il faut être, comme vient de le dire Ludovic, très, très prudent, voir si l'écart se resserre. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à la dynamique de la campagne, qui était inverse du choix qu'avait fait Podemos la fois précédente, qui était un peu un choix, nous ne sommes pas la gauche, nous sommes ni la droite ni la gauche, nous sommes le peuple, nous jouons tout seuls. Là, il y avait une alliance où ils se retrouvaient, et Ludovic l'a très bien expliqué sur Mediapart dans le dernier article sur le meeting de vendredi soir, où ils se retrouvaient clairement eux-mêmes, c'est-à-dire une gauche nouvelle, se ralliant, alliés à la gauche historique que représente Izquierda Unida. Donc, s'ils sont troisième, le pari n'est pas réussi. Mais quand même, le pari n'est pas réussi si l'objectif, c'est uniquement de pouvoir gouverner tout de suite, maintenant. Il y a quand même toute une dynamique, parce qu'il faut rappeler, pour ceux qui ne se souviendraient pas des épisodes précédents, d'abord que nous sommes devant une histoire toute récente qui a fait exploser le paysage politique espagnol, même si les deux vieux partis, PP et PSOE, sont toujours là. C'est il y a 5 ans, le 15 mai, le mouvement citoyen, donc 2 mouvements citoyens, l'un essentiel produisant Podemos et l'autre finalement produisant à droite Ciudadanos. Podemos est un parti qui n'existe comme parti que depuis à peine un peu plus de 2 ans, mars
2014, les élections européennes, où, on l'a oublié, mais ce serait intéressant de le relire, Pablo Iglesias est candidat à la présidence de l'Europe et fait un discours à ce moment-là qu'il faut relire dans le contexte du Brexit. Et puis, quand même, il y a une autre composante, parce qu'en France, et Ludovic, dans tous ses articles, nous le rappelle, on parle beaucoup de Podemos, de la formation partisane Podemos. Et on oublie, comme la campagne l'a montré, comment il y a Izquierda Unida, Podemos, mais il y a au milieu toute une dynamique qui a permis tout ça, qui est celle de cette dynamique citoyenne, celle des villes, celle des marais. Dans la campagne, la maire de Barcelone a joué un rôle très important. La dynamique au meeting, à la fin, il disait à la Valenciana, c'est-à-dire là où justement il y a une alliance entre cette nouvelle gauche et le PSOE. Donc tout un nouveau personnel politique qui n'est pas de la politique professionnelle. Et là, il faut faire écho. On n'a pas, c'était la semaine dernière, donc on n'a pas mis l'Italie au programme, mais il faut rappeler qu'il y a eu aussi les législatives, les municipales, pardon, italiennes la semaine dernière, où on a vu émancipés de leur du gourou un peu bébé Grillo, on a vu les candidates, notamment des femmes, et c'était pareil dans les meetings de Podemos Unidos, beaucoup de femmes, beaucoup de présence féminine, et être élu maire à Rome, à Turin, un nouveau personnel politique, pas de la politique professionnelle, anti-corruption, très vertueux, très concret, très pragmatique. Et là, il y a une nouveauté qui, faut pas, c'est pas uniquement, c'est comme le débat que vous aviez tout à l'heure sur le référendum, c'est pas oui/non qui règle un problème, on le voit bien. Donc il ne faut pas uniquement regarder ça, il faut regarder toute la dynamique qui prend du temps et qui rénove quand même la vie publique. Avant de vous donner la parole, Amélie, je vous propose de retourner à Madrid, retrouver Ludovic qui a de nouvelles informations à nous communiquer. Non, mais ce que je voudrais juste tirer peut-être aussi quelques enseignements politiques très rapidement sur, voilà, essayer de, à la fois, Edoui l'a dit, le Podemos n'a pas réussi le sorpasso, mais maintenant, toute la question, c'est qui va gouverner en Espagne, et il faut regarder les équilibres en fait entre les deux blocs. Il y a d'un côté le Parti populaire et Ciudadanos, de l'autre côté le PSOE, les socialistes et Podemos, et là il y a encore tout un suspense pour cette soirée pour savoir lequel de ces deux blocs va être majoritaire et peut-être s'approcher quand même des 176 sièges qui permettraient d'avoir une majorité à la Chambre des députés, au Congrès des députés, et c'est cette majorité qui est nécessaire pour former ensuite un gouvernement. Donc c'est pas parce que Podemos a raté son pari ce soir, qui était le sorpasso, c'est-à-dire passer devant le PSOE, qu'il n'est pas possible qu'il y ait un gouvernement de gauche dans les mois à venir qui se forme en Espagne. Voilà, je voulais juste préciser ça. On en saura plus sans doute dans quelques minutes. Amélie, vous êtes spécialiste de la Grèce et je trouve intéressant de faire le parallèle justement entre la situation politique en Grèce, telle qu'on l'a connue il y a quelques temps, et ce qui se passe en Espagne. Quelle est votre lecture ? Oui, ce qui est intéressant, en fait, c'est aussi la trajectoire de Podemos par rapport à celle de Syriza. Tout à l'heure, Edoui parlait de cette histoire finalement assez récente de Podemos, qui est née il y a 2 ans et qui a fait très vite un score tout à fait honorable aux élections européennes. À l'époque, il faisait 8%. Ce soir, il fait probablement donc aux alentours de 20%. On est quand même dans une progression très très rapide, même si voilà, il n'a pas atteint la 2e place. Et c'est un peu ce qu'on a observé aussi avec Syriza ces dernières années. Syriza est passé du statut d'un petit parti. Alors, Syriza a une histoire plus ancienne que Podemos, qu'on a aussi souvent raconté dans Mediapart. Mais c'est un parti qui, jusqu'en 2010, à peu près, faisait 4%. C'était vraiment un parti, disons, marginal. Et puis, à partir de 2012, dans le contexte de crise que l'on sait et de politique d'austérité, etc., il émerge tout d'un coup comme un des principaux partis et il devient le principal parti d'opposition, déjà dans un premier temps, en 2012. Et c'est intéressant aussi, en regard de la situation en Espagne, parce qu'en 2012, en Grèce, il se passe consécutivement 2 élections législatives, parce que, justement, les premières élections ne donnent aucune majorité lisible, exactement comme en Espagne en décembre, et il a fallu, donc quelques semaines plus tard, ça s'est fait de manière plus rapprochée à l'époque, convoquer de nouvelles élections. Et à ce moment-là, effectivement, Syriza semble stagner
un petit peu comme cette première impression qu'on a ce soir sur Podemos. Ce qui n'a pas empêché Syriza, 3 ans plus tard, de se faire élire et finalement de former un gouvernement donc, en janvier 2015. Donc c'est vrai que ce soir, il ne faut pas non plus s'arrêter peut-être à ces premiers résultats. Peut-être qu'il y a effectivement une dynamique qui va se poursuivre. En tout cas, c'est ce qui s'est passé en Grèce entre 2012 et 2015. Et Syriza est vraiment devenu, pendant cette période-là, un parti de gouvernement. Edoui Plenel. Amélie a entièrement raison. On va revenir à Madrid pour voir les nouvelles de Ludovic, mais a entièrement raison parce que je voudrais dire quand même par rapport à notre débat français, Brexit, franco-allemand, etc., il faut regarder vers le sud, là. On parle de la Grèce, on parle de l'Italie et là maintenant l'Espagne. Et je pense même qu'il y a peut-être quelque chose une page à tourner qui est la façon dont un entêtement institutionnel européen, l'Europe comme des cabris pour faire face à la crise d'imaginaire de la social-démocratie européenne, nous a peut-être fait tourner le dos à ce qui est beaucoup plus sur la longue durée, culturellement, caractérisant la culture de la gauche française et de son histoire autour de la Méditerranée, autour de l'histoire de la résistance aux dictatures, etc. Parce que ce qui se joue, et Amélie a entièrement raison, c'est une dynamique. C'est quand même prodigieux de passer à temps en 2 ans, d'avoir une telle habileté pragmatique, d'être capable de se dire à l'automne dernier, bon, sur une certaine ligne, d'en changer, de faire cette alliance avec Izquierda Unida, de faire une campagne très dynamique, très concrète, très au plus près de la société. Ça a quand même, dans le débat européen aujourd'hui, c'est autre chose que le poids. L'affaire de la Grèce était symbolique, comme une leçon du père Fouettard. Mais là, c'est quand même, ne l'oublions pas, la 5e économie de l'Union européenne et la 12e économie mondiale. Donc il y a un vieux monde de la politique qui résiste, mais il y a une autre dynamique. On va voir si on a peut-être des bonnes nouvelles. Avec Ludovic Lamant, depuis Madrid. Ludovic, vous êtes avec nous ? Oui, absolument. Oui, je voulais juste revenir. Là, il y a une question qui se pose effectivement, qui est côté gauche. Est-ce que le PSOE et Podemos vont réussir à s'entendre et à négocier ce qu'ils n'ont pas réussi à faire les mois précédents? Mais surtout, là, avec un score plus fort du Parti populaire, a priori, la logique voudrait que ce soit eux qui aient la main. Et du coup, on peut penser que Ciudadanos, qui est en 4e position assez bas, va peut-être plus facilement se sentir obligé de suivre le Parti populaire et d'enclencher une dynamique à droite. Ce que je voudrais dire, c'est que je pense qu'il va y avoir un débat qui va s'enclencher sur l'impact du Brexit dans la fin de campagne. Il me semble que ces derniers jours, depuis vendredi, on considère souvent l'Espagne comme un des pays quand même où il y a le moins d'europhobie, le moins de critiques envers l'Union européenne. Et il me semble là qu'il y a eu peut-être un espèce de vote refuge. Et quelque part, peut-être que le Brexit a renforcé le bipartisme, PP, PSOE, des vieux partis traditionnels qui visiblement vont... soit le PSOE égale son score de décembre, ou le Parti populaire fait mieux. Donc c'est comme si un peu on avait voté des valeurs refuges quand Podemos, quand Ciudadanos, les nouveaux partis sont parfois dénoncés pour leur populisme, etc. Donc il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des discussions autour de l'effet du Brexit là-dessus. Justement, Amélie, par rapport à cette lecture européenne, est-ce que vous pensez que le rapport de force va être bouleversé ? Tout va dépendre évidemment de quelle majorité va sortir du Parlement espagnol ce soir et quel gouvernement ils vont former. On a vu en Grèce qu'un gouvernement donc, dit de gauche radicale finalement s'est retrouvé assez seul au niveau européen pour négocier l'année dernière. Et finalement, voilà, justement parce qu'il n'y avait pas de rapport de force favorable aux politiques de gauche, à d'autres politiques économiques dans l'Union européenne, du coup, le gouvernement de Tsipras a complètement reculé et a accepté finalement un nouveau programme d'austérité à Bruxelles qui était complètement aux antipodes de ses promesses de campagne. Qui a été vécu comme une trahison. Voilà, exactement. Bon, depuis, il y a des petites choses qui ont changé. Au Portugal, notamment, il y a un gouvernement socialiste qui est soutenu par le Parti communiste, le parti d'extrême gauche et les écologistes. Cela dit, il reste lui aussi un petit peu coincé par
les recommandations de Bruxelles et il s'est fait retoquer son budget quand même à 2 reprises. Donc on reste quand même dans des politiques d'austérité. Hein, ça n'a pas changé. Par contre, on voit que il y a des majorités qui changent et effectivement, c'est un peu ça aussi qu'on attendait de Madrid. Maintenant, bon. Quel a été en Grèce l'impact dans la presse, dans les débats politiques du Brexit? Des analyses, Alors, des discussions? les analyses, disons que c'est à la fois... disons que, bon, alors du côté des forces de gauche, disons, qui ont toujours soutenu la souveraineté populaire, enfin, ça fait vraiment partie du discours de Syriza, de respecter la voix des peuples, etc. Donc, de ce point de vue-là, ils disent, bon, il faut accepter le verdict des Britanniques. D'un autre côté, il y a une analyse qui est assez partagée, qui est de dire que les Britanniques ne votaient pas forcément réellement pour la sortie de l'Union européenne, mais surtout contre une certaine politique. Enfin, en tout cas, l'idée là qui émerge en Grèce, c'est qu'évidemment, il faut respecter le verdict britannique, mais c'est surtout qu'il faut changer cette Union européenne. C'est vraiment ce qui émerge. Sans le secours d'un changement en Espagne, ce sera plus difficile. Parce que c'était ça l'événement qu'on attendait ce soir. Est-ce que Ludovic est toujours avec nous? Je l'espère, Ludovic. On peut avoir de nouveaux points sur les résultats. Voilà. Absolument. En fait, peut-être qu'il faut un peu donner une idée aux gens qui nous regardent du calendrier maintenant qui attend les Espagnols, parce que là, encore une fois, comme je l'ai dit un peu au début, on a l'impression un peu d'une campagne pour rien, où en gros les équilibres n'ont pas vraiment changé, si ce n'est la forte progression tout de même du Parti populaire. Ça donne raison, excuse-moi Ludovic, ça donne raison à l'article de tu es chez nos partenaires espagnols d'Info Libre, et leur titre ce matin, c'était de dire « Retour à la case départ ». Ils ne croyaient pas si bien dire. Ouais, alors en fait, on va voir, parce que toute la question, c'est de savoir si, à partir de ce résultat, alors il faut vraiment regarder au siège près. C'est pour ça qu'il faut attendre d'avoir les résultats définitifs ce soir à minuit. Il faut attendre les résultats et les déclarations des principaux dirigeants qui vont fixer leur ligne rouge ce soir pour les négociations. Mais en gros, ce qui s'annonce quand même, c'est peut-être que ce soit un tout petit peu plus facile de trouver un gouvernement, et peut-être du côté droit. Voilà. Mais tout ça, il faut attendre plus tard, d'autant que là, les derniers résultats qui tombent, c'est plutôt les résultats des grandes villes qui favorisent plutôt la gauche. Donc, il faut faire attention. Mais non, voilà, il y a vraiment cette dynamique-là. Peut-être que en gros, le calendrier, c'est le 19 juillet, la formation du nouveau Congrès des députés. Et d'ici là, normalement, ils vont essayer d'aller plus vite que la première fois et tout de suite se lancer dans des négociations pour des accords et trouver une majorité. Encore une fois, dans la presse ce matin, dans la presse des derniers jours, dans les débats qu'on écoute à la télé, etc., en Espagne, là, il y a vraiment l'idée, comme il y a un Brexit, comme l'Europe est entrée dans une crise encore plus forte qu'elle ne l'était il y a quelques semaines, il faut doter l'Espagne d'un gouvernement, il faut aller vite, y compris que l'Espagne participe aux négociations à Bruxelles. Pour l'instant, Madrid est totalement inaudible par rapport au couple franco-allemand avec Renzi, et il y a vraiment un enjeu aussi de diplomatie pour l'Espagne, et donc ça plaiderait pour une formation rapide d'un gouvernement. Et justement, comment dans la presse, là vous donnez quelques éléments, vous expliquez que les partis traditionnels ont gagné en sièges potentiellement par rapport aux élections de décembre. Comment est-ce que c'est marqué justement cette crainte espagnole dans les journaux ? Mais non, mais en fait, il y a eu vraiment une campagne qui a duré très peu de temps, puisque ça a duré 2 jours, mais en tout cas des deux partis, PSOE et PP, de dire nous sommes les valeurs refuges et il ne faut pas prendre de risques, il faut aller vers ce qu'on connaît déjà, parce que voilà, c'est vraiment la campagne du Parti populaire qui a vraiment labouré tout le milieu rural espagnol, qui a été, on a vu Mariano Rajoy faire campagne dans toutes les circonscriptions très peu peuplées pour aller gagner tel ou tel siège stratégique, et à chaque fois l'idée c'est j'ai l'expérience, je sais faire, l'économie est revenue, et dans ces temps agités, parce que y compris un Brexit, etc., moi j'incarne une valeur sûre. Alors visiblement ça a mieux fonctionné que ce qu'attendaient les sondages, que ce qu'a anticipé les sondages il y a encore une semaine. Maintenant, encore une fois, il faut rappeler aussi que le Parti populaire est extrêmement isolé par rapport normalement aux 3 autres partis. Il y a eu énormément de scandales de corruption. Encore une fois, il y a 3 jours, le ministre de l'Intérieur s'est trouvé pris dans un scandale qui l'oppose aux indépendantistes catalans et il y a eu des appels à sa démission.
Donc il faut imaginer que le Parti populaire reste encore très isolé. Mais disons que là, l'avance semble assez forte et donc il aura la main, c'est sûr. Ludovic, tu nous annonces presque ce qu'on va entendre dans la campagne de Hollande ou de Juppé, Sarkozy, ou de Sarkozy, genre choisissez des valeurs sûres qui ont gouverné, mais peu importe, on verra, l'histoire n'est jamais écrite. En revanche, est-ce qu'à Infolibre, là, vous avez des échos de ce qui se dit à Podemos, de ce qui s'est dit à Izquierda Unida, de leur première réaction un petit peu? Non, en fait, là, je t'avoue que comme pour faire ce Skype, je suis dans les locaux d'Infolibre, donc je ne suis pas au QG de Podemos qui est à l'autre bout de Madrid. Je désespère pas tout à l'heure d'aller près du Reina Sofia pour voir un peu le meeting de fin de campagne, enfin pas le meeting de fin de campagne, mais plutôt le meeting pour acter les résultats qu'a prévu Pablo Iglesias. L'ambiance ne risque pas d'être géniale, mais je vais essayer de raconter tout ça pour demain matin dans Mediapart. Et est-ce que vous pouvez à nouveau, Ludovic, je vous fais travailler, est-ce que vous pouvez à nouveau, Ludovic Lamant, nous donner les premiers résultats provisoires pour ceux qui nous rejoignent? Alors, je regarde en même temps que vous sur un autre... Alors, on est à 90% des bulletins de vote dépouillés. Pour l'instant, sur un congrès des députés qui fait 350 sièges, 136 pour le Parti populaire. Le Parti populaire, en décembre, n'en avait que 123. Le PSOE, 86 sièges. En décembre dernier, il en avait eu 90, donc il en perd un peu, effectivement. Et Podemos est en train de légèrement remonter à 71 sièges. Il en avait eu 69 en décembre, mais Izquierda Unida, les communistes, en avaient eu 2. Donc pour l'instant, en fait, l'opération de fusion Podemos-Izquierda Unida se solde par un match à l'identique. Attends, c'est pas fini. Tout n'est pas dépouillé encore. Tout n'est pas dépouillé encore. Il reste encore 10%. Et quatrième partie, je termine, Ciudadanos, le parti de centre-droit, qui est celui qui perd le plus de terrain. Il n'en est qu'à 31 sièges. Il en avait eu 40 en décembre. Voilà. Une réaction, Edoui Plenel? Non, ce que je voudrais dire quand même, parce que pour nous tous, moi j'ai suivi, en plus grâce au numérique, on peut aller suivre une campagne qui se passe ailleurs, y compris en live, en direct. Je voudrais qu'on souligne, et c'est un peu le cas, on n'a pas assez regardé sur le nouveau personnel politique italien surgi avec 5 étoiles, sur les questions de corruption, de rigueur et tout, c'est qu'il y a, par rapport à ce qu'on vit ici, on l'a dans la société, dans les mouvements associatifs. Mais là, il y a le surgissement dans la politique, avec des gens qui veulent gouverner, qui prennent cette question-là au sérieux. Ils ne sont pas là pour faire témoignage, ils veulent le pouvoir et ils pensent qu'ils feront mieux, qui ne sont pas des professionnels de la politique, qui ont des vrais métiers, qui ont eu une ouverture au monde. Ils sont de votre génération. Ils parlent les langues, ils ont été dans d'autres pays. Je pars par rapport à notre classe politique. J'ai apporté les différents livres qu'on peut trouver en français pour voir ça de Podemos. Bon, il y a ce livre qui est un peu leur livre manifeste, qui est le premier livre qui était paru là où est paru Indignez-vous là, de Hessel. Mais là, c'est 2 livres qui sont issus, y compris du travail de politologue, d'universitaire en sciences politiques de Pablo Iglesias. Et quand je dis de votre génération, il fait de la politique avec les séries télé, avec Game of Thrones. Je ne vois pas nos camarades de la politique installée française faire ça. Il fait de la politique avec le cinéma. Ça, c'est Game of Thrones. Mais là c'est avec l'autre que j'ai à la main, c'est à Machiavel face au grand écran. Et là, on découvre aussi un monde politique, et on le voit dans ce qu'il rassemble, qui est averti des questions coloniales, des gender studies, des questions de toutes les minorités, minorités sexuelles, etc. Et je réinsiste, la place des femmes. La leader à Valence, c'est une femme. La leader venue du droit au logement équivalent à Barcelone, c'est une femme. Donc il y a une dynamique de rénovation concrète qui ne fait que commencer. Pour beaucoup, ils ont la trentaine, ils ne sont pas vieux et tout. Et donc là, il faut qu'on regarde ça. Parce qu'en clair, je voudrais dire, c'est de ça dont nous avons besoin. Nous n'avons, y compris, hélas, dans le champ de l'alternative, qu'aujourd'hui, de la vieille politique professionnelle. Et il faut qu'autre chose,
qu'autre chose émerge. Je rappelle juste les titres des livres que vous venez de nous présenter. Edoui Plenel, Podemos sûr que nous pouvons. C'est un livre collectif sous la direction de Ana Dominguez. On a les leçons politiques de Game of Thrones, Pablo Iglesias, et on vous les met ici. De toute façon, sur le site, vous retrouverez tout. Et Machiavel face au grand écran, cinéma et politique. Voilà, c'est les recommandations de lecture d'Edoui Plenel. Oui, voilà. Et justement, Amélie, est-ce que le propos que vient de tenir Edoui Plenel, à savoir que ces politiques-là, qui ne sont pas des professionnels de la politique, qui sont sincèrement animés par le bien commun, qui sont très très vigilants quant aux questions de corruption et qui laissent une place un peu plus grande aux femmes et aussi à d'autres personnes qui sont beaucoup moins représentées dans le monde politique comme on le voit en France aujourd'hui. Est-ce que ce phénomène-là, on a pu l'observer également en Grèce, dans l'émergence de Syriza, dans des profils un petit peu atypiques? Il y a eu l'émergence de nouvelles figures. Après, je ne dirais pas que c'est ce qu'il y a de plus caractéristique pour Syriza, qui est quand même issu d'un vieux parti qui s'est transformé et qui s'est aggloméré avec d'autres formations politiques. Mais je ne dirais pas qu'il y a ce renouveau de la même manière que Podemos en Espagne. Je pense que Syriza est encore sur un mode de fonctionnement assez traditionnel, même si après, sur le terrain, pendant la période justement que j'évoquais tout à l'heure, en gros entre 2012 et 2015, où Syriza a énormément progressé, il y a eu un grand travail de terrain dans les quartiers. Enfin, c'était vraiment issu du mouvement des indignés qui a aussi pris en Grèce. Et là, on a vu des figures de la société civile émerger. Mais sinon, je pense que ça s'applique plus effectivement au mouvement des 5 étoiles en Italie, qui a réalisé un véritable succès électoral la semaine dernière au municipal et qui effectivement a ravi deux mairies qui ne sont pas des moindres, puisque c'est la capitale et puis la ville de Turin. Et là, ce sont vraiment des personnes effectivement issues de la société civile, ou en tout cas de la vie active, mais pas du monde traditionnel de la politique. En Espagne, il y avait eu les succès au municipal avant. Et en France, on pourrait dire, le seul exemple de grande ville, c'est un peu ce qui s'est passé à Grenoble, mais on n'a pas la même juste dynamique. Pour terminer sur la place des femmes en politique, en Grèce, au sein de Syriza, c'est pas ça encore. On est très très loin d'une représentation paritaire. Et il y avait il y a actuellement à peu près 6 femmes dans le gouvernement grec élargi qui compte plus de 40 ministres ou ministres délégués, secrétaires d'État. Donc on est très très loin du compte. Voilà. Ouais. Et si justement on continue à pousser le parallèle entre Syriza et Podemos, quelles seraient les choses trappes dans lesquelles Syriza est tombé, qui pourraient aussi arriver à Podemos? C'est tout simplement, je pense, l'épreuve du pouvoir, et puis aussi la confrontation à une réalité qui est effectivement la manière dont fonctionnent les institutions européennes à Bruxelles, le fait que il y avait un rapport de force qui était très défavorable à Tsipras, le fait que les alliés politiques qu'il aurait pu avoir comme François Hollande ou Matteo Renzi finalement n'ont pas joué le rôle, n'ont pas joué le jeu. Et je crois aussi que Tsipras avait fait pas mal de promesses sans forcément connaître de l'intérieur. En tout cas, c'est sûr, il ne connaissait pas le fonctionnement de l'Union européenne. Et il y avait un manque de connaissances, y compris dans son équipe et dans les ministres qui sont arrivés à Athènes en janvier 2015. Il y avait une profonde méconnaissance des mécanismes européens. Et je pense qu'ils n'ont pas réussi non plus à construire des alliances. Il leur manquait cette pratique-là de la négociation dans les couloirs. C'est quelque chose qui leur a manqué. Est-ce que c'est à craindre aussi, Edoui Plenel, parce qu'en Espagne, Podemos et PSOE sont quand même les 2 frères ennemis de la gauche, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Est-ce que c'est peut-être ce petit quelque chose qui pourrait manquer à ces formations politiques pour prendre une ampleur plus importante au sein du pays? Le problème, c'est encore une fois en Espagne, même si Ciudadanos, donc là maintenant retombe, c'est un ébranlement citoyen de 2 forces politiques qui ont apparu depuis 30 ans comme des figures jumelles d'une doxa
d'une doxa économique, d'une doxa européenne qui n'est pas, qui est en crise, qui n'est donc pas l'Europe démocratique, d'une doxa du marché. Voilà, c'est quand même tout ça qui s'ébranle là. Et donc qui ébranle justement un monde traditionnel, parce que les affaires de corruption ont aussi ébranlé le PSOE, hein, qui ébranle aussi un monde qui, par rapport à la vertu politique, le parti de Renzi, c'est la même chose en Italie. Le maire de Venise, qui était un personnage très flamboyant, etc., est tombé sur une affaire de corruption. Il y a le Parti démocrate venu d'une recomposition liée à la gauche communiste. Donc il y a un enjeu de se réapproprier la politique. Alors ça se fait pas du jour au lendemain. Et c'est pour ça que, bien sûr, qu'on peut se dire soirée électorale, on attendait, etc. Et en même temps, c'est un chemin et c'est ce cap. C'est-à-dire que pour moi, ce que je retiendrai surtout, c'est qu'il n'y a pas de raccourci. Il faut prendre toutes les étapes. Vraie interrogation sur le problème français où il y a un nœud qui invite au raccourci, qui est la présidentielle. Alors que eux tous, la question, et notamment l'Italie et l'Espagne, c'est le local. C'est les questions concrètes, les régions, les villes, etc. Faire un tissu au plus près. C'est-à-dire, en clair, ce qui les a inspirés et qu'ils ont théorisé, et c'est marrant parce que c'est on pourrait dire de l'Italie à l'Espagne, leur vrai penseur qu'ils citent, c'est Antonio Gramsci. Ils disent, au fond, depuis 40 ans, c'est la droite qui a repris l'hégémonie culturelle, au point de gagner la gauche gouvernante, qui parle comme la droite. Il suffit d'écouter Manuel Valls. On oublierait qu'il serait au Parti socialiste, il pourrait être ailleurs. Donc, il faut refaire une autre hégémonie culturelle. Et cette hégémonie culturelle, il faut la faire surgir du terrain. Les questions de discrimination, les questions de stigmatisation, les questions sociales, les questions de solidarité du commun, les questions de l'habitat, les questions du travail. C'est bien tout cela qu'ils ont essayé de faire surgir, et c'est ce qu'il faudrait essayer, évidemment, d'accompagner. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire ici. Je voudrais juste dire une chose, comme c'était une soirée un peu européenne, rappeler que Mediapart est en 2 autres langues, en espagnol avec nos confrères d'Info Libre, notre partenaire, et en anglais. Mediapart est aussi en anglais, et que donc, y compris ce soir, si vous voulez partager ce que nous disons autour de tout cela, vous pouvez aussi le partager avec des amis anglophones, des amis hispanophones. Bon, on n'est pas encore en grec, on n'est pas encore en italien, pas encore en arabe, pas encore en russe, et en chinois, mais ça viendra. Je vous propose de retourner une dernière fois à Madrid, dans les locaux d'Info Libre, notre partenaire, pour retrouver Ludovic Lamant. Ludovic, je vais vous demander de faire une petite synthèse, de rappeler un peu ce que vous nous avez déjà dit, mais pour ceux qui nous rejoignent, c'est important. Je sais que vous avez beaucoup à faire. Mais, mais je voulais aussi rebondir sur votre question sur le PSOE et Podemos, parce que c'est vrai que c'est intéressant, et je pense qu'il y a aussi des enseignements à tirer pour la France là-dessus. Il faut bien comprendre la position et la difficulté qu'ont ces 2 forces politiques à travailler ensemble et à s'entendre, tout simplement. C'est que le PSOE a été toujours l'une des 2 forces politiques qui ont dicté la vie politique depuis 40 ans en Espagne, et soudainement il se retrouve concurrencé par Podemos, qui a explosé depuis 2 ans. Et donc je regardais dans mes chers tableaux, le PSOE c'est encore 44% des voix en 2008. Il faisait à l'époque 11 millions de voix. Et maintenant, avec les élections de décembre, ils sont plus qu'à 22%, donc ils ont complètement chuté et ils ont perdu près de la moitié de leurs voix. Donc si vous voulez, ils sont totalement effrayés aussi par cet objet qui est Podemos et qui n'a qu'une envie, c'est de les siphonner. Donc il y a toute une difficulté à les faire travailler ensemble, et c'est d'autant plus compliqué que face à un parti, le PSOE, qui est plutôt traditionnel, on a une chose qui est Podemos, qui est un objet politique un peu nouveau, parce que autour de Podemos, comme on l'a expliqué, il y a maintenant les communistes d'Izquierda Unida, mais il y a aussi les mairies, mais il y a aussi les confiances régionales, il y a aussi, etc. Il y a ECO, un petit parti écologiste, etc. Donc tout ça fait que c'est une coalition qui n'est pas toujours d'accord sur tout, et donc au moment où s'engage
forcément des négociations pour former un nouveau gouvernement, et ben en fait, c'est très difficile et ça va prendre du temps. Donc face à ça, effectivement, la droite a peut-être un coup à jouer aussi. Mais c'est pour ça que c'est si difficile entre PSOE et Podemos. Je précise juste que Gramsci, c'est un des penseurs de Podemos. Évidemment, l'autre penseur de Podemos, et qui est un peu concurrent, c'est Ernesto Laclau, qui est le penseur du populisme de gauche argentin et qui plaît à toute une frange aussi majoritaire de Podemos. Voilà. Ernest Laclau, donc c'est pour ça que c'est leur expérience latino-américaine, parce qu'ils ont été regardés, entre guillemets, les variantes de populisme latino-américain. Et Ernest Laclau est décédé, mais Chantal Mouffe, qui est belge, qui est sa femme, donc sa compagne, et qui est présente dans le débat français. D'ailleurs, il y a une interview que vous pouvez lire après le Brexit d'elle. Donc, en effet, c'est l'autre expérience. Mais tout ça est controversé et en même temps montre un monde politique qui ne pense pas enfermé dans son territoire, qui pense en lien avec d'autres expériences politiques. Et c'est un peu, je répète un peu, mais c'est ce que je nous invite à faire, à ne pas penser dans la vie politique française totalement enfermée sur elle-même, et à regarder et à apprendre de ce qui se bouge ailleurs. Oui, Amélie. Il y a un dernier point dans le parallèle entre la Grèce et l'Espagne, en rebondissant sur ce que vient de dire Ludovic. En Grèce, on a vu aussi l'effondrement du Parti socialiste, le PASOK. Donc c'est allé beaucoup plus loin que le PSOE. Mais il y avait effectivement en Grèce, comme en Espagne, c'est des pays qui ont pas mal de points communs dans l'histoire politique. Il y avait un bipartisme très, très marqué. Et la crise a aussi provoqué ça, l'effondrement du Parti socialiste et l'émergence donc de Syriza. Ludovic Lamont revient vous voir à Madrid, toujours dans les locaux d'Infolibre. Vous êtes avec nous. Je vais vous demander de faire à nouveau un récapitulatif des résultats provisoires pour ceux et celles qui nous rejoignent, et une petite lecture de ces résultats qui sont, on a dit, à 90% du dépouillement, on en est. Oui, alors je crois même qu'on en est maintenant quasiment au total. Attendez que oui, on en est quasiment au total. Donc on a toujours, en fait, on est à 94%, pardon, des voix, des bulletins de vote qui ont été dépouillés. On en est toujours à 136 sièges pour le Parti populaire, qui fait donc beaucoup mieux que ce qu'il avait fait en décembre. Le PSOE 86 sièges contre 90 en décembre. Unidos Podemos fait 71, c'est-à-dire en gros les 69 sièges de décembre plus les 2 sièges des communistes, donc ça ne change pas. Et Ciudadanos fait 32 contre 40 sièges en décembre. Donc c'est le parti qui perd le plus de terrain. C'est le parti, en fait, là où c'est intéressant aussi, et là on peut, et je vais arrêter là après, c'est que Ciudadanos, c'est peut-être le parti qui s'est le plus mouillé dans les négociations avec les socialistes ces derniers mois, qui a le plus essayé de faire un gouvernement. Et finalement, ça n'a pas complètement marché dans les urnes, alors que le Parti populaire a refusé quasiment systématiquement tous les appels. À chaque fois que le roi lui a proposé à Mariano Rajoy, le chef du gouvernement, d'essayer de former une majorité, Rajoy a dit non, je n'essaie pas, je ne l'ai pas encore. Et finalement, dans les urnes, avec ces deuxièmes élections, c'est finalement le parti qui s'est le moins mouillé, qui a le moins risqué dans les négociations avec des partis, qui semble en partie récompensé. Merci beaucoup. Je ne vous avais pas encore remercié, Ludovic Lamont, pour toutes vos interventions depuis Madrid. Et puis, on vous retrouve demain donc sur le site de Mediapart pour lire votre papier. Et pour le lire, il vous suffit de vous abonner à Mediapart, je le rappelle. C'est 3 mois pour 11 €. Je vous le rappelle encore une fois, abonnez-vous parce que Mediapart vit avec ses lecteurs, avec le soutien de ses lecteurs. Et c'est tout. Le mot de la fin, peut-être, Edoui Plenel? Non. Unidos Podemos, on va continuer. Unis, nous pouvons. Amélie? Pareil. Bon, en tout cas, je vous remercie tous les deux. Merci encore à vous, Ludovic Lamont. Et merci à tous de nous avoir suivis sur ce Mediapart Live pour cette soirée européenne placée sous le signe du vote. On a parlé du Brexit, de Notre-Dame-des-Landes, de l'Espagne. 3 mois pour 11 €, je le redis, pour l'abonnement Mediapart. Et merci à toute l'équipe de Mediapart pour ce débat. Merci à toute l'équipe de Pierre Catan aussi, Small Bang à la réalisation. Passez une bonne fin de soirée et d'ici là, portez-vous bien.